Donc, je m'appelle Marie Duvillier et je suis responsable de la conception et du développement d'une place de marché qui s'appelle Call for Talk avec une équipe technique. Donc Call for Talk, c'est une place de marché qui met en relation des entreprises, institutions ou agences événementielles avec des speakers, des orateurs potentiels pour leurs événements, donc des séminaires, des événements comme aujourd'hui, des conférences, etc. Call for Talk est développé au sein de l'agence Plateforme, qui est un speaker bureau, c'est-à-dire une agence de conseil en intervention de personnalité, qui existe depuis 30 ans et qui est le leader dans son marché. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de transformations aujourd'hui, la digitalisation, etc. Et du coup, Call for Talk vient compléter une offre plus premium de plateforme avec un service en ligne, une place de marché qui permet ainsi d'exploiter, on va dire, la long tail, enfin tous les experts qu'il y a aujourd'hui sur Internet, etc., pour proposer aux organisateurs des bons experts adaptés à leurs besoins et répondre à plus d'offres. Voilà. Merci. Bonjour à tous, donc je suis Annie Coffre, j'ai plus de 30 ans d'expérience dans le pilotage financier dans les entreprises, surtout axé sur l'IT, d'où l'utilisation qu'a fait Nathalie Rachting de mes compétences. En fait, expert sur le pilotage financier de la transformation IT en ce moment, parce qu'effectivement, il y a des gros programmes partout dans les entreprises, et aussi catalogue de services, et c'était dans ce cadre-là. Donc, mais mon objectif, c'est effectivement, je suis sur Inoti pour permettre à des entreprises d'utiliser mon expertise et moi aussi de partager, et je trouve que c'était ça qui est intéressant, le côté collaboratif et évolutif de ce qu'on peut faire dans ce domaine. On échangera un peu plus après sur ces sujets. Jean-Pierre. Oui, bonjour, je suis Jean-Pierre Mal, je suis expert en data intelligence. J'ai une formation scientifique à l'origine, je suis centralien et j'ai ajouté une compétence en psychologie cognitive et psychosociologie qui me permet depuis 40 ans de développer des modèles, des algorithmes, des machines apprenantes qui font de l'analyse de comportement, de l'analyse de situation, de l'analyse cognitive et qui permettent donc de faire de la prédiction, de faire de la recommandation ou de la détection de risques. J'ai créé la société M8 qui héberge des brevets autour de ces technologies. Je suis aussi au board de plusieurs PME innovantes et puis je donne des cours et j'ai fait un cours sur un MOOC sur le Big Data qui est disponible sur la plateforme Ionisix pour les non-informaticiens. Voilà. Merci. Donc maintenant que nous vous connaissons un peu mieux tous les trois, on va passer aux questions auxquelles je vous demande de répondre pas trop longtemps et on va essayer d'avoir une discussion aussi dynamique que possible. La première, on vient de voir dans la courte vidéo qui a été présentée, l'importance de la facturation à l'heure qui, si je comprends bien, ne se pratique pas en France et en Europe. Alors, quelle est votre position? Vous répondez dans l'ordre que vous voulez. Quelle est votre position là-dessus? Je vois qu'ils se repassent tous le micro. Je veux bien répondre si tu veux. La facturation à l'heure, effectivement, c'est pas habituel en France, mais c'est absolument nécessaire pour le type de prestation que nous faisons. Moi, par exemple, je suis venu sur la plateforme Inoté pour des raisons d'avant-vente. En fait, je passe énormément de temps à faire de l'avant-vente, à expliquer à mes clients ce que sont mes technologies, etc. Et souvent, ils ne commandent rien derrière. Ça va prendre du temps, un certain nombre d'années de maturation. Et donc, quelque part, je fais un peu leur boulot de recherche, d'explication. Et aujourd'hui, je les envoie directement sur la plateforme. C'est beaucoup plus simple. Je leur dis, on va faire une petite expertise, ça va vous coûter 2 ou 3 heures, et vous aurez un rapport. Comme il est payant, ce rapport, il va être naturellement avoir beaucoup plus de valeur dans l'entreprise plutôt que cette quasi-formation gratuite. Et donc, ça filtre aussi énormément. Ça me permet de voir ceux qui vont effectivement s'inscrire sur la plateforme et ceux qui vont passer sur un autre consultant qui va venir passer son temps à les renseigner. Donc ça, c'est un point. Mais ça ne peut fonctionner que parce que ce sont des petits temps. Ça peut fonctionner également en après-vente, ça peut fonctionner sur de la formation, sur des éléments comme ça. Après, je ne sais pas au niveau des services achats s'ils achèteraient une prestation de 2 ans sur une plateforme comme ça. Je pense qu'ils ne sont pas encore mûrs aujourd'hui. On en reparlera. Annie.
Oui, moi j'ai réfléchi à ça parce qu'on a échangé et au départ j'étais surprise par le modèle, effectivement, parce que je pense que c'est en fait un business model qu'on a peu en France, c'est vrai. Les Américains, la preuve, sont beaucoup plus habitués. Mais c'est aussi parce qu'en fait, ça peut se compléter. C'est un business model en plus d'autres. C'est-à-dire qu'on peut faire du management de transition, comme je vois actuellement, sur beaucoup plus de mois, et puis compléter. Et j'y pensais, j'avais expliqué quand on a préparé cette table ronde, modèle de SAV. C'est-à-dire, après une mission de transition, bien évidemment, il y a la passation des compétences, etc., dans l'entreprise où vous êtes, mais il y a aussi après une sorte de SAV. Et ça peut être fait effectivement à l'heure. Au contraire, je pense que c'est peut-être ce que vont rechercher les entreprises, au lieu de se dire il va falloir que je reprenne quelqu'un encore un certain nombre de temps ou je lui refais un contrat plus long. On peut être dans un modèle à l'heure de complément quand les gens ont besoin, ceux qui vous ont remplacé, qui ont repris. Et je pense que c'est une bonne idée à l'heure. Merci. Vous pouvez... Oui, je pense que on va pas tellement avoir le choix, en tout cas pour de la vente en ligne, d'aller vers la facturation à l'heure, des ventes de petites entités, etc. Parce que en fait, c'est adapter le métier au web. Le métier de conseil, ça peut être parfois un peu opaque. Or, si on achète en ligne, on a besoin que ce soit quantifiable et on a besoin d'acheter, comme c'était dit dans la vidéo, juste ce dont on a besoin et au moment auquel on en a besoin. Donc, pour moi, c'est un peu inévitable et ça va être de plus en plus comme ça. Ça permet peut-être aussi d'accrocher, d'appâter pour moins d'argent. C'est-à-dire que si vous facturez une journée, vous facturez, je sais pas, 1500 pour dire, et si vous facturez à l'heure 500, ou 400 ou 300, j'en sais rien. Et donc, c'est beaucoup moins cher d'essayer et de commencer. Est-ce que ça peut servir d'amorçage ? Oui, ça je pense que c'est tout à fait vrai. Ça peut servir effectivement d'amorçage ou, comme le disait Annie, en fin de mission, c'est-à-dire que ça encadre bien d'autres missions. Ça permet de tester effectivement, de répondre à des problématiques qui sont de plus en plus dynamiques. Comme tu le disais, Francis, tout à l'heure, les gens ont besoin aujourd'hui aussi d'avoir des points de vue à certains moments et ça rentre dans une dynamique du travail dans l'entreprise qui s'installe, oui. Ce qui, si vous me permettez, est un des autres aspects de ce qu'on appelait les tâches qui peuvent être divisées, discrete. C'est-à-dire on peut à la même personne demander une petite chose, puis plus par la suite. Non, je voudrais passer à une autre question. Pour quel type... les plateformes d'intermédiation sont-elles meilleures pour certains types de prestations que pour d'autres, et pour lesquelles ? Marie ? Justement, les prestations qui peuvent être comme ça, découpées, qui peuvent être quantifiables. Si c'est à très long terme et qu'on n'a pas vraiment on utilise souvent dans le web le terme de KPI qui vont être vraiment les key factors qu'on va pouvoir à la fin d'un projet quantifier et voir le résultat concret. Je pense que c'est ce genre de prestations-là qui vont être plus propices à être vendues sur Internet. Et ça, c'est une sorte de coupure par... Oui. C'est un type de coupure, mais il y en a d'autres. Il y a des domaines dans lesquels ça peut marcher mieux que d'autres. Oui, je pense. Voilà, Annie. Oui, je pense qu'il y a des domaines, par exemple dans mon domaine financier, il y a ce qu'on appelle les quick wins ou des rapports rapides, un petit bench qu'on retrouve dans d'autres secteurs, où le client, enfin en tout cas l'entreprise, a besoin d'infos rapides. Parce qu'il a une question de sa DG, le directeur financier, il a besoin tout de suite de bench qui sont assez faciles à obtenir, mais sinon, il faut qu'il aille chercher sur le net, il faut qu'il prenne. Donc, s'il y a ce type de plateforme, je pense qu'on peut répondre tout de suite. Et il aura en plus plusieurs avis peut-être. Donc, il pourra aussi comparer des avis rapidement. Ce qui veut dire que la plateforme doit être capable de faire circuler des demandes extrêmement vite. À 10h du matin, il y a un responsable qui reçoit une demande de sa patronne. Il faut qu'à 11h, il ait la réponse. Donc, il faut que vous ayez été contacté et donné l'information. Je pense que la plateforme, pour là, répond parfaitement, quoi. OK. Oui, je pense qu'il y a aussi des domaines dans lesquels ça va être plus difficile d'installer. C'est les domaines où on a besoin de moyens ou de forte intégration dans l'entreprise, en fait. Parce que la plateforme est aussi associée à une notion d'externalisation, de délocalisation. Et si des travaux nécessitent des équipements particuliers, effectivement, ça va être plus difficile d'utiliser ce genre de support, à mon avis. Alors, autre type de différenciation, est-ce qu'il y a des types d'entreprises auxquelles ça correspond mieux que d'autres? Et la première distinction, c'est les très grosses boîtes et les petites boîtes.
Annie, alors moi, je travaille plutôt pour des grosses entreprises. Donc, je me dis qu'il va y avoir des endroits de blocage. Et je sais que c'est un sujet que j'ai déjà partagé avec Kader, mais qui me tient à cœur, c'est réaction des directions des achats face à ça. Parce que dans les grosses entreprises, on sait que n'importe comment, c'est imparable. On va passer par la direction des achats. Et est-ce que la maturité dans les grandes entreprises et la souplesse va permettre de passer, nous qui sommes freelance, indépendants, on sait déjà la difficulté que c'est pour rentrer dans les directions des achats. Donc, il faut absolument que ces plateformes, on arrive à crédibiliser le travail vers la direction des achats. Les PME, je connais moins, donc je suis moins à l'aise pour en parler. Mais par contre, je pense qu'elles ont plus cette efficacité d'aller tout de suite vers une plateforme, à mon sens. Voilà. Mais il y a peut-être des gens dans la salle ou des échanges sur les directions des achats qui seraient intéressantes à avoir. Alors, question pour Kader et pour Innoprag et pour vous, est-ce qu'il ne faut pas envisager un travail d'évangélisation des services d'achat des entreprises pour leur faire comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger? Parce que là, il y a manifestement un décalage entre un grand nombre d'entreprises et la possibilité. Mais je vais juste, je laisserai la place vide après, hein, ne vous inquiétez pas. Mais juste, en fait, le modèle, il n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que, justement, au contraire, la plateforme permet d'avoir accès à des connaissances et à un savoir-faire sans forcément passer par les achats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle économique, c'est qu'un DSI ou un DG a une signature jusqu'à un certain montant. D'accord ? Aujourd'hui, quand un DSI s'abonne à 01 informatique ou à Challenge, il ne va pas voir les achats pour le faire. C'est exactement le même modèle. C'est-à-dire que vous achetez, on vous expliquera le business model derrière, vous achetez 20 heures, 50 heures, 100 heures, c'est en dessous du radar. Donc, on n'est pas forcément obligé de passer par le service achat pour venir se connecter sur la plateforme. Donc, vous venez de déclarer la guerre à tous les services achats de toutes les grosses entreprises. Alors, bravo, en fait, je vous souhaite bonne chance. Kader veut dire quelque chose. Il marche. Ouais. Je voulais juste répondre à la première question de Francis. Oui, évangélisation, on a déjà commencé depuis quelques mois, voire bientôt 2 ans maintenant, avec les achats, mais pas que avec eux d'ailleurs. Et je pense que c'est un faux problème de parler que des achats, dans la mesure où on voit bien que le modèle social et le modèle autour du travail est en train de changer, et c'est pour ça que ça grince en ce moment dans la société dans le sens large du terme. Et si on met le focus sur l'entreprise, je dirais qu'il y a inévitablement des changements à opérer à tous les niveaux de l'entreprise. Francis, vous parliez tout à l'heure de changement, de nouveaux paradigmes avec les plateformes. Et évidemment, ça vient bousculer toutes les couches de l'entreprise, y compris les achats. Peut-être que d'ici les prochains mois, voire prochaines années, on va transiger avec des freelances, dans le sens large du terme, au travers de plateformes, avec de nouveaux modèles. Merci. Je vais compléter parce que je pense que tu as totalement raison. On oublie toujours aussi l'aspect RH. Ils ont, dans les entreprises, il y a aussi des blocages avec les organisations syndicales et tout ce qui est social autour. Et ce sujet-là, à mon avis, va être aussi, on parle des achats, mais je pense que le sujet RH va être aussi un vrai sujet par rapport aux plateformes. C'est une transformation totale du business model de l'entreprise, je suis d'accord. Exactement. Donc l'ambition que je trouve énorme, c'est que non seulement vous abordez la question de la transformation de la façon dont vous travaillez, mais vous exigez, vous invitez vos clients à changer de façon de travailler, ce qui est un défi fabuleux et pour lequel je vous souhaite bonne chance. Maintenant, j'ai cru comprendre que Marie avait des doutes sur la compatibilité entre le recours à une plateforme digitale et la recherche de consultants de qualité. Alors, je ne dirais pas que j'ai des doutes, sinon je ne ferais pas une plateforme comme ça, mais je pense que c'est une question importante et difficile en fait à régler. C'est l'alliance entre les nécessités, les compétences techniques et du métier, entre automatiser certaines tâches et avoir des bons prestataires. Parce que, par exemple, dans mon cas, donc, on recherche des speakers, donc il faut qu'ils aient aussi, qu'ils soient charismatiques, qu'ils sachent bien parler, que ce soient des bons orateurs, que le contenu aussi soit intéressant, mais on veut les recruter en ligne et c'est difficile d'évaluer ça en fait sur une plateforme numérisée.
Je pense que ça peut être pareil pour Innoté qui veut des experts, par exemple, en tech. Les compétences dans le digital, ça devient obsolète assez rapidement, donc il faut toujours les évaluer. Et comme on n'a pas une relation face-to-face privilégiée avec chaque personne, c'est assez difficile parfois de trouver en fait la manière de recruter les bonnes personnes. Alors comment vous faites ? Alors nous, on essaye d'axer au maximum sur la vidéo. Donc ça peut être des CV vidéo par exemple, ou ça peut être des vidéos d'événements auxquels la personne a été speaker, etc. Il y a aussi une évaluation continue et on donne du poids à l'évaluation des organisateurs après un événement. Voilà, on essaye de rajouter toujours des choses, de pouvoir mettre des sites, des blogs, de pouvoir actualiser son profil au maximum et de manière très fluide sur la plateforme. Sinon, en fait, les prestataires, les speakers, donc dans mon cas, ne vont pas venir régulièrement et actualiser en fait tout ça. Il faut essayer de les faire venir et de les faire mettre à jour leur profil tout le temps. Une question pour Annie et pour Jean-Pierre. Comment vous faites pour vous assurer... Vous avez intérêt sans doute à ce que la qualité des autres soit... que les autres aient une bonne qualité. Et donc, comment est-ce que vous faites quand vous avez un rapport avec une plateforme pour vous assurer que vous et les autres aient la bonne qualité ? Comment est-ce que vous négociez ça ? C'est-à-dire... Oui, alors moi j'ai un petit modèle, en fait c'est mon métier, hein, je fais des modèles et j'ai travaillé sur la maturité des gens en fait, hein, comment détecter très rapidement un niveau de maturité. Ça répond pas à la question de la compétence que disait Marie tout à l'heure, c'est-à-dire la connaissance n'est pas évaluée par le modèle de maturité, mais la capacité de l'individu à prendre du recul par rapport à une certaine dimension et donc à acquérir de la connaissance s'il ne l'a pas. Détecter le niveau de maturité, ça se fait en s'intéressant à l'aspect psychologique de l'individu, comment il aborde un sujet donné. Si je prends un enseignant, par exemple, il peut très bien faire un cours en copiant un livre, il peut très bien expliquer son expérience ou être un expert et donner quantité d'informations qui n'intéresseront peut-être personne pendant le cours. On va avoir des niveaux de maturité différents et on peut très rapidement, par une mise en situation, en fait, repérer ce niveau de maturité. Donc moi, j'ai tendance, comme je fais ça, à l'utiliser également là. Et donc, en prenant contact avec un ou deux experts, en posant une question même sur un sujet qu'on ne connaît pas, la réponse finalement importe peu en termes de connaissances, mais elle est très importante en termes d'aspect psychologique, la façon dont on aborde le sujet. Et si on a des gens qui sont de bon niveau de maturité, ben, a priori ça fonctionnera. Alors, sincèrement, je pense que c'est aussi un peu un leurre dans les entreprises. Hein, s'ils pensent qu'en prenant des consultants dans des grands groupes bien connus sur la place, ils ont un mec qui est salarié de cette boîte-là, c'est pas toujours le cas, parce qu'ils vont chercher aussi, eux, des indep à côté, etc. Donc, je pense que c'est la vie actuelle. On est dans ces modèles, hein, Marie, et on voit bien nos profils. On est déjà tous obligés de les actualiser tout le temps sur LinkedIn, etc. Enfin, on travaille avec les réseaux sociaux. Donc, on est déjà, enfin, à mon avis, on est déjà dans ces modèles-là. Alors peut-être pas tout le monde, mais je pense que tous ceux qui sont indépendants le vivent. Et pour les entreprises, de l'autre côté, celui qui va être notre client, actuellement, ça ne va pas lui assurer moins de prendre un expert sur une plateforme que ce qu'il prend quand il prend un consultant et qu'il l'achète de façon classique, à mon sens. Peut-être que je me trompe, c'est un débat. Mais moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est la notion du rating, des notes qu'on met. Donc, au départ, il y a 10 ans, je trouvais ça génial. Pourquoi ? Parce que ça montrait qu'on pouvait faire quelque chose en s'appuyant sur des recommandations de gens qu'on ne connaissait pas. Et quand on en a un nombre assez grand, on peut espérer que ça donne quelque chose. Mais par exemple, j'étais dans un hôtel en Italie où tout était bien, mais la salle de bain n'était pas très bien. Et donc, j'ai mis 4,5 au lieu de 5 et j'ai reçu une lettre de la bonne femme me disant « Mais enfin, mon hôtel est extraordinaire, vous étiez très content. » Je dis « Oui, mais il y a un petit problème. » Et donc, en gros, quand on utilise Uber et qu'on ne met pas 5, on a l'impression qu'on va être terrible. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour, à part des modèles de maturité, qui me paraît une solution intéressante, mais compliquée, peut-être pas encore à la disposition de tout le monde. Il faut mettre l'outil à la disposition de beaucoup de gens. Comment est-ce qu'on peut faire quand on a une plateforme comme la vôtre pour s'assurer qu'on réunit des gens de qualité et que c'est la qualité qui reste. Vous nous avez dit que c'était comme ça que vous fonctionnez, mais moi je voudrais être sûr que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors c'est très, très simple, hein. Je vous ai dit dès le départ, on est des gens pragmatiques, hein. On n'invente pas l'eau chaude à chaque fois. Très clairement, déjà, les experts, aujourd'hui je crois, on a des experts dans 88 pays si je ne me trompe pas.
tous les experts sont arrivés sur la plateforme à travers une invitation. On est allé les chercher. C'est-à-dire que bien souvent, c'est fait par cooptation, d'accord ? Annie en fait partie, Jean-Pierre en fait partie, il y en a d'autres dans la salle. Ça, c'est le premier gage de qualité. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un forum, on ne vient pas s'inscrire. Demain, moi, je peux changer mon profil, pour ne pas citer, sur un réseau social LinkedIn. Je peux être architecte d'entreprise. Personne ne voudra m'en vouloir. C'est-à-dire que, non, par contre, sur notre plateforme, quand vous arrivez, vous êtes jaugé par vos pairs. Donc, quelque part, ce que tu disais tout à l'heure, Francis, c'est que pour maintenir une certaine qualité, donc il faut être, entre guillemets, si je peux me permettre, ça se mérite d'être expert dans les notés. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a l'histoire de notation. D'accord ? Troisième point très important, il y a des produits il y a des livrables qui sont produits tout au long de l'année sur la plateforme. D'accord ? Moi, par exemple, pour répondre à ce que disait Marie, vous avez remarqué, je suis un très mauvais orateur. C'est pas ce qu'on me demande, c'est pas mon métier. Par contre, je sais comprendre les problématiques d'une entreprise en termes de business et le traduire en une réponse IT. Ça, c'est mon métier de base. Par contre, que je sois nul ce matin sur le micro, c'est pas un problème. C'est pas mon métier. Donc, je pense que ça dépend, et c'est étroitement lié par rapport au profil qu'on recherche. D'accord ? Aujourd'hui, ce que tu disais, dans le métier que tu cherches, il faut absolument que la personne ait de la prestance, ait un bon aura et ait du contenu. Par contre, ce qu'on demande à Jean-Pierre, c'est pas du tout ça. C'est qu'il soit suffisamment bien câblé, je crois, hein, et qu'il sache faire des algorithmes. D'accord ? Annie, c'est pareil, qu'elle sache faire des recoupements d'informations sur le business model d'une entreprise et des données d'entreprise. Ce qui veut dire, si j'interprète un peu, c'est qu'une plateforme digitale reste quelque chose de très humain. C'est-à-dire que tu passes par des gens qui se connaissent et pas. On est sur quelque chose qui est assez différent de ce que offre Uber, par exemple, ou même Grab dont j'ai parlé. Donc l'intervention humaine est extrêmement importante pour qu'une plateforme de marché comme la vôtre fonctionne. Exactement. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à des sites que vous connaissez, chacun vient payer un abonnement, s'inscrit dans l'espoir de pouvoir décrocher une mission que personne n'a vue. C'est juste la base des CV. Même les CV ne sont pas parsés. Donc vous pouvez faire un CV de 10 pages, personne ne vous connaît. Alors que sur notre plateforme, les experts qu'on a sélectionnés, qu'on a acceptés, alors on est même assez exigeant, on invite même les clients. Les clients sont invités. Les clients ne peuvent pas venir comme sur un forum, s'inscrire sur la plateforme. On va jusqu'à inviter le client. Merci. Alors, on va passer à la question suivante qui vient naturellement. Maintenant, Jean-Pierre a 2 micros, il est ravi, on ne peut plus l'arrêter. Il m'a dit qu'il allait parler longtemps. Je vais être obligé de sortir la poêle à frire. Bon, mais Jean-Pierre, tu as posé dans nos échanges de mails une question qui me paraît importante et que je ne comprends pas complètement, c'est la notion de l'éthique. Tu dis, les plateformes d'intermédiaires sont-elles assez éthiques, sont-elles plus éthiques que les sociétés de services? Oui. Qu'entends-tu par là et qu'en penses-tu? Quelle est ta réponse à cette question? Oui, tout à fait. Nous avons tous vécu des expériences où les sociétés de services adaptaient un petit peu le profil de leurs collaborateurs à la demande du client. Et ça ne peut plus se faire dès l'instant que l'on a un profil qui est déclaré au niveau d'une plateforme. Alors c'est vrai que ça existe aussi un peu sur les réseaux sociaux, mais on peut très facilement sur les réseaux sociaux changer n'importe quoi, comme le disait tout à l'heure Siva. En revanche, sur des plateformes comme ça, on a publié, on est connu, on a une image, on a un positionnement, et donc c'est une garantie aussi pour le client d'avoir quelqu'un qui correspond effectivement à la description en fait. Hein, que le niveau d'éthique normalement de ces plateformes doit être supérieur à celui des sociétés de services qui font un boulot similaire. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Qu'en pensez-vous, Marie? Penses-tu? Non, je sais pas tout à fait d'accord. Enfin, je pense que si on veut un peu bluffer sur ses compétences, on peut le faire dans tous les cas, en ligne ou hors ligne. Ça, pour moi, je vois pas pourquoi, parce que ça serait sur une plateforme en ligne. Ça dépend. Si les organisateurs justement de la marketplace vérifient beaucoup ça et les compétences, etc.
oui, mais ils peuvent aussi ne pas le faire, comme une plateforme, enfin une société qui est hors ligne peut très bien le faire ou pas très bien le faire. Pour moi, c'est pas, ça dépend pas du fait que ce soit en ligne ou pas. Annie, tu voulais dire quelque chose ? Oui, je pense que bon, Innoté est quand même innovateur, donc ils peuvent pas se permettre. Maintenant, il va y avoir. Enfin, moi, j'ai été sollicitée par d'autres plateformes. Je le cache pas, j'en avais parlé. Ah non. Mais bon, après, moi, je connais pas non plus la qualité des autres, parce que c'est vrai qu'on est invité. Donc, même moi, en tant que consultante, j'ai pas envie d'être non plus sur n'importe quelle plateforme. Voilà, c'est aussi moi le respect, l'éthique aussi par rapport à ce que je vais faire et aux clients. Je suis pas sûre qu'avec le développement, parce qu'il va y avoir un développement, c'est sûr. Enfin voilà, vous êtes les premiers. Après, il va y avoir le même respect, effectivement, de la qualité, d'éthique, etc. C'est peut-être pas le cas pour Innoté pour l'instant, parce qu'on est effectivement dans le début. Je sais pas ce qui se passe sur d'autres pays où ça est déjà plus développé. Est-ce qu'il y a des contrôles de ça ? Est-ce que ça se contrôle ? Je sais même pas. Enfin, là, j'avoue que j'ai pas non plus encore assez de recul. Ce que je comprends de Lien Fung, par exemple, c'est que la qualité dépend de l'entreprise et de la façon dont elle travaille avec les gens et du service et de la rentabilité qu'elle leur permet d'obtenir. Donc il y a tout un travail en back-office, mais qui n'est pas un back-office technique, qui est un back-office humain et un back-office éthique qui n'est pas du tout incompatible avec la notion de plateforme. Maintenant, Marie pose une question qui me paraît fondamentale. Pourquoi passerais-je par telle ou telle plateforme plutôt que de passer par une vraie agence de conseil ou de m'organiser sans intermédiaire avec Internet ? Donc là, ça revient aussi sur quelques points qu'on a déjà évoqués, mais c'est vrai qu'il faut réussir à convaincre, comme c'est des nouveaux modèles en plus, à convaincre les gens de passer par ces marketplaces, puisque s'ils ont beaucoup de budget, ils vont peut-être préférer passer par une société plus traditionnelle, pas uniquement en ligne. Et à l'inverse, s'ils ont un petit budget, ils vont essayer donc ça dépend des métiers, mais ils vont essayer de chercher directement des speakers en ligne, par exemple, ou de chercher directement des experts ou des MOOC ou des vidéos en ligne, vu qu'il y a quand même beaucoup de contenu accessible. Donc en fait, je pense que pour être convaincant et pour bien jouer le rôle de la marketplace, il faut réussir à organiser le contenu, parce qu'en fait, on ne le crée pas finalement, mais à l'organiser de manière convaincante, ce qui fait que ça va économiser en fait le temps des personnes qui ont besoin de ces services, parce que on joue le rôle de tri en fait. On fait le tri par rapport à Internet où on ne sait pas trop sur quoi on va tomber, et le gage aussi de qualité grâce aux évaluations qu'on aura pu mettre en ligne grâce à l'expertise d'un métier. Moi, j'ai été de l'autre côté, du côté entreprise, avant d'être indep. J'imagine bien ce que ça peut être. C'est un gain de temps. Enfin, alors là, c'est mon côté financier, désolé, mais bon, c'est super efficace, quoi. Même s'il faut aller sur Google, enfin machin, chercher des experts, si on ne passe pas par même à des créneaux traditionnels de cabinets de conseil, et si on passe par des cabinets de conseil, il faut passer par les RFI, machin, enfin tout ce qui est obligatoire. Je pense à des directions financières ou à des DSI, c'est un super gain de temps d'aller comme ça sur une plateforme. Par contre, effectivement, on retrouve toujours le sujet de la qualité des plateformes. Je crois que ça, ce sera quelque chose d'important. Mais je pense que alors là, pour le coup, c'est un gain de temps. Enfin, pour moi, c'est un avantage substantiel. Dans les entreprises, maintenant, il faut aller vite. On doit répondre quand même relativement de façon agile. Ça me paraît être efficace. Enfin, moi, je suis complètement convaincu pour ça. Mais aujourd'hui, là, j'interviens rapidement, mais aujourd'hui, on parle de qualité et du niveau de qualité des plateformes, mais c'est déjà le cas dans le modèle, je dirais, classique. Il y a des mécanismes qui sont mis en place par les entreprises, par la société, pour reconnaître ce niveau de qualité. Qu'est-ce qui va changer fondamentalement avec l'apport des plateformes ? Oui, déjà, l'information est publique.
sur la plateforme, donc ça donne une certaine garantie de stabilité sur certaines plateformes. Oui, donc c'est un point. C'est-à-dire que elle est publique, elle est surtout qu'elle peut être captée par le client à un moment donné. Si 15 jours après il trouve une information complètement différente, bien entendu le niveau de confiance va tomber. Mais on peut aussi imaginer un système de labellisation finalement. Pourquoi ne pas créer un label pour les plateformes, un label de qualité, un label d'éthique sur les plateformes et proposer ça, une appellation contrôlée, je ne sais pas. Une AOC, oui. Ouais, c'est quelque chose certainement sur laquelle il faut travailler. Oui. Marie, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire que pour moi, les avantages réels de la plateforme par rapport à, donc, comme vous avez dit, une société aussi traditionnelle qui a la qualité, c'est le coût. Parce que c'est en ligne, il y a des tâches qui sont automatisées, il y a moins de coûts fixes, donc ça va être moins cher. Et la flexibilité qu'on peut avoir sur une plateforme, comme on disait tout à l'heure, on va juste acheter ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. On va acheter 3 heures de conseil, on va acheter une journée. Et donc ça c'est l'avantage pour moi par rapport aux agences traditionnelles. Je vais juste apporter un petit complément par rapport à ce que tu dis, c'est que, en fait, je ne suis pas certain que ça soit lié à un budget. Parce que tout compte fait, je pense qu'aujourd'hui, quand tu vas sur des plateformes où tu vas acheter un billet d'avion, c'est un réflexe, c'est devenu un réflexe. Ce n'était pas le cas avant. On allait dans une agence de voyage. Quand on achetait des produits techniques, avant, on allait, pour ne pas les citer, chez Darty, à la FNAC. Aujourd'hui, les gens ne vont pas sur des plateformes comme Amazon, pour ne pas citer, pour une question de prix, parce que c'est pour le service, parce qu'ils savent en 3 clics, ils peuvent faire des comparatifs. Là, c'est pareil, le conseil, sans être présomptueux, on veut que Innoté devienne un réflexe. C'est-à-dire que c'est pas une question de budget. Je peux très bien avoir, comme tu disais Francis, 2 heures de temps de Jean-Pierre qui peut coûter aussi cher qu'un consultant pendant une journée. Sauf que pour avoir un consultant une journée, tu peux pas l'avoir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense qu'aujourd'hui, dans les grosses PME en tout cas, au mieux, ils prennent le temps d'étudier la question, d'essayer de trouver une réponse à leur question. Au pire, ils abandonnent parce que c'est beaucoup trop cher d'aller chercher le cabinet de conseil. Ils se disent que le conseil reste un produit de luxe malgré tout. Il y a un deuxième point, c'est que aujourd'hui, si je parle que dans le domaine de l'IT, on demande à un DSI de travailler en mode agile, de faire du Scrum, de faire moins de budget. D'accord? On lui demande d'aller très vite. Alors, si on reste dans un modèle classique, je suis bien placé pour le dire, et le DSI va dire, attends, moi j'ai 2 semaines pour trouver un consultant, sauf que le site web doit sortir dans 3 jours. Donc, vous voyez, c'est que le modèle, il est en train de changer. Je pense que c'est pas étroitement lié au prix in fine, bien évidemment, mais je pense que ça répond à un besoin d'évolution du marché. Que pense la salle de tout ça ou quelles questions a-t-elle à poser? Il y a plein de questions à poser. Je passe le micro. Une question au 2e rang. Oui, j'ai une question sur la qualité. On a beaucoup centré sur la qualité des personnes, des freelances qui sont sur la plateforme. Est-ce que finalement, c'est pas déporter le problème? Et est-ce que les plateformes, de la manière dont elles sont conçues, elles entraînent pas un certain niveau de qualité sur les prestations? C'est-à-dire que, comme elle disait bien dans la vidéo, c'est ce que je veux au moment où je veux. C'est-à-dire que aussi, je sais la question que je veux poser, alors que souvent, le consulting, c'est de reposer la question, c'est de prendre du recul, etc. Et est-ce que finalement, ces plateformes-là n'organisent pas, de par leur structure, finalement, une baisse de la prestation justement en ubérisant, donc en découpant par petites parties qui permettent de plus avoir ce niveau global? Annie. Alors, là, pour le vivre, effectivement, le consultant souvent commence par reformaliser effectivement le besoin du client. C'est plutôt parce que ça va aider le client à être plus précis sur sa demande. Typiquement, là, Nathalie, elle savait exactement ce qu'elle cherchait comme expertise, etc. C'est parce que elle avait déjà fait correctement, j'allais dire, son travail de cahier des charges, etc. Je pense que ça va aussi améliorer la qualité du côté de l'utilisateur, de son besoin et de la précision de son besoin. Actuellement, souvent, quand on va appeler un consultant, c'est qu'on a un besoin un peu global. Alors, c'est moins vrai dans l'IT pur, mais par exemple, dans la finance, je peux vous le dire, c'est un peu très, très global. Et c'est pour ça, on dit toujours que le consultant, il reformalise. Bon, il y a un petit côté, effectivement, peut-être présomptueux du consultant, ça, faut pas le cacher. Mais aussi parce que souvent, le besoin, il n'a pas été exprimé forcément très correctement. Quand on le découpe, on est obligé de l'exprimer clairement et précisément. Oui.
Moi, je pense que c'est complémentaire, en fait, pour moi, aussi bien dans le conseil que dans plutôt moi, ce que je fais, c'est... Pour moi, il n'y a pas l'un qui va remplacer l'autre, en tout cas pas tout de suite. Quand on va par exemple sur une plateforme communauté, c'est vrai qu'il faut avoir formalisé son besoin et être clair sur ce qu'on veut et sur les attentes. Comme on disait, il faut que ce soit des petites tâches avec, ou en tout cas qu'on peut découper. Je pense qu'en tout cas, il y a toujours la place pour des sociétés de conseil qui vont justement reposer les questions et prendre plus de recul, ou dans le secteur où je travaille, des speakers bureaux qui vont par exemple vous mettre en relation avec des gens qui ne vont pas d'eux-mêmes se mettre sur une plateforme parce que c'est des superstars. Merci. Oui. Est-ce qu'il arrive que des clients essaient de... Il faut mettre le micro plus près de la bouche. Pardon, c'est peut-être mieux. Est-ce qu'il arrive que des clients essaient de prendre contact directement avec vous? Et comment sécuriser finalement cet aspect-là? Ça, c'est le problème de la plateforme. Alors, on parlait d'éthique, hein, et de confiance. C'est très important. On est aujourd'hui, comme on dit souvent, il faut éviter de se scier la branche sur laquelle on est assis. Bien évidemment, dans l'absolu, comme disait Jean-Pierre, aujourd'hui, on est dans l'ère des réseaux sociaux. Il suffit que vous donnez votre carte de visite. Tout le monde sait où vous êtes né, qu'est-ce que vous avez mangé à midi, et est-ce que vous êtes allergique à je ne sais trop quoi. Donc, non, bien évidemment, avant même que les réseaux sociaux existent, le monde, je peux vous dire, le monde est très, très, très petit. D'accord ? Là, c'est plutôt un travail de confiance, de longue durée. Et c'est pas pour faire un coup. On vient pas sur une plateforme pour aller décrocher une mission. Oui, c'est possible. Donc, nous, on n'interdit pas le consultant en question de communiquer avec le client. C'est fait à travers la plateforme. Ça, c'est une obligation. Il ne peut pas faire en dehors de la plateforme, aussi bien pour le client que le consultant. Et en fait, aujourd'hui, dans l'absolu, le client, il pourrait. En fait, aujourd'hui, on n'est pas en train de faire du flicage. C'est que c'est un intérêt commun, aussi bien pour les experts que pour nous-mêmes. Donc demain, si moi, je prends un exemple, hein, si je sors du process que je fais entre guillemets du black, si on peut appeler ça, j'ai le droit, mais ça va pas bien durer longtemps. Est-ce qu'il y a une disposition juridique dans vos contrats là-dessus ? Alors, en fait, là aussi, hein, on n'a pas arrêté le fil à couper le beurre. Quand on fait intervenir des consultants et externes, on a un contrat de partenariat qui est signé. Donc là-dedans, il y a des clauses de non-concurrence, des clauses de non-sollicitation du client. C'est un classique, hein, là c'est pareil. Au-delà de ça, enfin j'aurais tendance à dire, les règles sont faites pour être contournées. Mais là, c'est plutôt, en fait, on recrute des gens parce qu'on les connaît. On a déjà travaillé avec eux ou parce qu'on est compatible avec... Ils sont Innopride compatibles. L'avantage qu'on a, c'est Innopride, c'est une petite structure à taille humaine. On ne veut pas être une multinationale. Ce n'est pas du tout le but. D'accord ? On veut, ce que je disais à quelqu'un qui est dans la salle, Kader et moi, il y a quelques années de ça, on voulait créer cette boîte, une boîte qui nous ressemble. D'accord ? C'est pas... Donc aujourd'hui, on sait exactement ce qu'on veut. On ne veut pas être coté en bourse. Enfin, si ça arrive un jour, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas le but. On se lève pas tous les matins comme certains en se rasant. Je vais être le président d'une multinationale. C'est pas ça le but. Le point de vue des consultants, quelque chose à ajouter, et puis après on va continuer à passer. Oui, pour répondre à cette question, c'est plutôt le contraire finalement. Moi, je considère que, moi, j'amène les clients sur la plateforme parce que c'est beaucoup plus simple dans la relation en fait. Hein. Ça clarifie l'aspect d'avant-vente, ça clarifie la contractualisation, etc. Quelque part, on s'y retrouve, hein, et ça simplifie le travail du consultant. On peut se consulter sur notre core business, quoi. Donc en gros, il peut y avoir un accident à un moment, mais c'est pas le risque dominant. Mais on n'a pas intérêt. Enfin, en même temps, il faut être intelligent. Enfin, je dirais, c'est un intérêt réciproque. Si on discrédite quelque part la plateforme, on se discrédite. Hein. Enfin, je veux dire, à terme, c'est pas très intelligent. Sur Airbnb, par exemple, ça peut être tentant. Oui, je sais bien. Et ça supprime des intermédiaires. Oui. Vous avez le micro. Je voulais rebondir sur ça. Effectivement, vous avez un petit peu répondu à ma question, donc je vais transformer ça en témoignage, c'est-à-dire que travaillant avec différentes organisations, soit dans le coaching, soit dans le consulting ou la formation, la qualité, elle dépend beaucoup du respect avec lequel on va dire l'intermédiaire, la plateforme, etc., traite les consultants. Et donc, si on crée une ambiance respectueuse, forcément, la qualité, elle augmente d'un facteur X, quoi. Juste un complément, on ne l'a pas encore abordé, on le verra tout à l'heure, c'est que sous le plan purement facturation,
Aujourd'hui, quand un consultant signe avec un client, je suis bien placé pour le savoir, vous êtes payé au mieux, je dis bien 35 jours, 45 jours, 60 jours, 90 jours, et il y en a certains qui vous payent un an après. Alors que venir sur notre plateforme, le consultant en question a la garantie qu'il sera payé pour une raison très simple. Le client qui vient sur notre plateforme, il a déjà souscrit un certain nombre d'heures d'abonnement. Donc nous, en tant qu'Innoprag, on ne peut pas tricher. Enfin, c'est pas le but. On a cette éthique. Deuxièmement, c'est transparent. Donc aujourd'hui, un client pose une question, il a déjà un quota de nombre d'heures, et le consultant, il a la certitude, la garantie qu'il sera payé, pour reprendre l'expression favorite de Pascal qui se cache derrière la grosse poutre. Et c'est on paye au cul du camion, excusez-moi d'être vulgaire. Donc c'est son terme. Bon, une dernière question pour vous trois. Vous avez donc 3 façons d'avoir des clients. C'est pas pour toi. Non, mais tu peux rester. Mais il s'est inséré, là, il s'est infiltré, etc. Pour notre plus grand intérêt à tous. Vous avez 3 solutions. Vous faites votre publicité vous-même online, vous passez par une société de conseil, vous avez une plateforme. Quelle est la proportion dans laquelle vous utilisez ces 3 choses aujourd'hui et comment vous envisagez cette proportion dans 5 ans? Très rapidement, s'il vous plaît. J'ai pas fait le calcul, moi, donc je pense que c'est une part qui va prendre de l'ampleur de toute façon, puisqu'on était... La plateforme. La plateforme, oui. La plateforme est une part qui va grandir inévitablement. On est dans le changement de rapport avec l'entreprise. Je me rappelle d'un document qu'avait fait le Gartner au début des années 2000 qui s'appelait la Edge Economy. J'avais dit très rapidement. Ah oui, pardon, je suis désolé. Voilà. Bon. Mais je vais passer la parole. La plateforme va augmenter, Annie. Allez, moi je vais jouer les chiffres. Je pense qu'on est dans le ratio 20-80 actuellement et encore, c'est peut-être plutôt 10-90. 10 la plateforme et 90 autrement. Oui. Et ça va s'inverser complètement dans les 5 ans. Je pense que mais complètement dans les 5 ans. Marie. Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que ça va s'inverser. Mais on n'en est plus qu'à 2 plateformes ou reste. Mais alors, à l'intérieur du reste, il y a le cabinet de conseil et votre propre activité online qui, pour les freelancers, me paraît absolument indispensable. Alors, à l'intérieur des 90, combien pour l'activité, la présence personnelle, votre page, votre site web? Vous avez un site web? Tu as un site web? Non. Tu as un site web? Ok. Mais il n'empêche que ça existe, mais c'est pas pour ça que ça nous apporte du business, si je puis me permettre. Les gens qui viennent sur ce site web, je les redirige sur la plateforme. En fait, le problème est là. C'est un vecteur de Moi, capture. je reçois pas mal de demandes d'intervention sur mon site web, qui n'a pas beaucoup de trafic. Mais les gens, ils retrouvent les trucs, etc. Ils font contact sur LinkedIn Donc, aussi, je pense que c'est etc. quelque chose d'important. Mais oui. On avait dit qu'on a été rapidement. Il y a des gens qui s'impatientent. On nous avait donné 45 minutes. Nous en étions à 42 minutes. Nous avons respecté les temps. Et je vous remercie beaucoup pour cette discussion que j'espère utile pour vous tous.